Je voudrais vous remercier pour cette invitation parce que je ne suis pas du tout spécialiste de bioéthique. C'est finalement la première fois où je me tourne vers toutes ces questions systématiquement, philosophiquement. Et c'est vrai que c'est une confrontation assez difficile parce que la théorie de la justice de Rawls, mais aussi tout ce qui tourne autour d'elle, enfin toute la réflexion sur la citoyenneté, sur qui a droit à la justice, enfin les circonstances dans lesquelles se pose la question de la justice, la source des droits, etc. Tout ça vise et concerne un être normal, entre guillemets. Et c'est dit textuellement par Rawls, bien sûr, il le dit, c'est la limite de ma théorie, elle concerne un être normal qui est capable de coopérer, d'être un membre actif, positif, productif de la société, et qui, en retour de sa production ou de sa participation ou de son apport au bien commun, attend des avantages, des bénéfices normaux, entre guillemets. Donc on est dans une situation contractuelle. Si vous vous souvenez du Marchand de Venise, Shylock réclame la réalisation du contrat. Il réclame sa livre de chair en réalisation d'un contrat. Et c'est exactement l'idée de base de la justice. En dehors d'une relation contractuelle, eh bien, il y a autre chose, bien sûr. Il y a la compassion, il y a la charité, il y a la bienveillance, ou bien il y a l'état de nature, c'est-à-dire la violence, l'état pur, l'affrontement, la guerre de chacun, de tous contre tous, etc. Donc, entre ces deux pôles de la violence permanente ou de la charité et de la compassion, il y aurait le domaine limité, mais précis, de la justice. Et c'est ce que Rawls a essayé de faire. Il a essayé de faire une théorie systématique, la moins contestable possible, acceptable par le plus grand nombre de citoyens possible, justifiée, etc., avec des hypothèses minimales, les hypothèses les plus légères possibles, de façon à ce qu'on arrive à clarifier un peu la question et à savoir de quoi on parle quand on parle du droit, en sortant bien sûr de toutes les hypothèses du droit naturel. Il s'agit de remplacer les hypothèses religieuses, humanistes, etc., du droit naturel. Chaque être humain aurait un droit naturel à X ou à Z. Rawls va remplacer, bien sûr, ces hypothèses problématiques par quelque chose de plus satisfaisant. Voilà. Alors, quand on a travaillé comme moi pendant des années dans ce cadre normal, on reçoit un peu comme un coup de poing, quelque chose d'assez violent, la réalisation de tous ceux qui sont laissés de côté. Bon, c'est pas que je n'y pense pas, hein, je ne pense pas que mes collègues mettent ça de côté, mais disons, on se dit, bon, on travaille sur le plus grand, normal au sens, vous savez, au sens non normatif, c'est-à-dire de ce qui est le plus fréquent. Hein. On travaille sur les cas les plus fréquents, les situations les plus fréquentes, puis alors les situations compliquées, on les laisse pour plus tard. Pour le moment, non peut-être plus du contrat social et de la Constitution, mais le moment de la législation. On va adapter les principes de justice aux cas difficiles. Bon, ça marche ou ça ne marche pas. Pour le moment, disons qu'on ne s'en occupe pas en premier lieu. Et puis alors, cette invitation, au fond, a été une rencontre pour moi un petit peu avec, en particulier, un jeune garçon que cite Martha Nussbaum dans son livre Frontiers of Justice. Et ce jeune garçon, on le questionne, enfin c'est un questionnaire à l'école, et on demande aux enfants qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, quand vous serez grand. Et tous répondent en disant je vais être dentiste ou homme d'affaires, ou, bon, etc., ou j'aurai 10 enfants. Bon. Et puis Jamie, il répond grand. Il souffre d'Asperger, hein, il souffre du syndrome d'Asperger. Pour lui, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Grand, big. Hein, he said big. Voilà, alors quand on a affaire à un petit garçon comme ça, comment est-ce qu'on réagit quand on parle de justice comme un philosophe? Bon, c'est un choc. Alors, donc, mes réflexions, ce sont des réflexions, il n'y a rien de systématique. J'ai essayé d'explorer 3 pistes qui me permettraient de redresser un peu et de revoir un peu la théorie de la justice dans cette perspective de ceux qui sont laissés de côté
qui ne sont pas des êtres pleinement coopérants, en pleine possession de tous leurs moyens et qui contribuent de façon positive, productive au bien commun et à la société. Voilà. Alors, je me suis demandé si réellement le droit à la justice, dans une théorie comme celle-là, est limité à, ou bien prioritairement celui de ceux qui possèdent certaines capacités cognitives, rationalité et morale, un sens de la justice, une conception du bien, qui permettent donc d'avoir une vie productive et de coopérer tout au long avec, en tant que citoyen. Voilà. Alors, Rawls écrit une phrase assez terrible finalement. Il dit « Ceux qui peuvent rendre la justice ont droit à la justice ». Voilà. Donc, c'est à ça que j'aimerais répondre, c'est-à-dire ceux qui peuvent rendre la justice, qui ont un sens de la justice, de ce qui est dû dans une relation contractuelle, de réciprocité, d'avantage mutuel, eh bien, ont droit à la justice, puisqu'ils sont donc à la fois auteurs des règles communes, des principes communs, et capables d'y obéir, de s'y soumettre. Voilà. Et Martha Nussbaum commente en disant que finalement toutes les théories du contrat, au sens que j'ai indiqué, de la relation contractuelle de justice, toutes ces théories imaginent que la justice ne concerne que des adultes compétents, rationnellement, libres et égaux et indépendants. Voilà. Alors, comment répondre? Alors, j'écarte, bien sûr, la réponse facile. La réponse que j'ai moi-même donnée très souvent, qui consiste à dire, oh ben dans ces cas-là, c'est la charité ou la compassion, mais pas la justice. La justice, c'est autre chose. Il faut la limiter. Alors, non, je vais essayer de voir ce que ça veut dire avoir droit à la justice. Avoir droit à ce qui vous est dû. Mais en tant que quoi? En tant que qui? Sur quelle base? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça reste très abstrait, mais c'est quand même une demande de reconnaissance fondamentale. Et c'est pas, ne pas dépendre de la bienveillance ou de la compassion ou de sentiments arbitraires et changeants, mais être traité de manière impartiale, je dirais. Il y a un élément, une demande d'impartialité, c'est-à-dire quelque chose, un traitement qui est celui de, alors tout être humain, etc., etc. Bon, mais un traitement, une façon de se comporter qui ne soit pas variable, qui ne dépende pas de données psychologiques, si vous voulez, qui soit quelque chose de plus solide. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre? Alors, j'ai trois pistes. Hein. Ce ne sont pas des réponses, loin de là. Ce sont des esquisses. Bon, il se trouve, et c'est pour ça aussi que cette invitation m'a vraiment intéressée, il se trouve que j'ai un projet de livre maintenant sur le développement de soi. Développement de soi et justice sociale. C'est-à-dire que je voudrais introduire la dimension du développement, la dimension temporelle, dans les analyses économiques et éthiques habituelles de la justice. Et effectivement, on arrive à des résultats assez intéressants. Donc, trois arguments. Un argument antinaturaliste, c'est-à-dire que je vais essayer d'expliquer que la justice ne peut pas dépendre de caractéristiques empiriques, naturelles, si vous voulez. Ça sera le premier argument. Le deuxième argument, c'est que dès que l'on considère l'être humain comme un être en développement, on fait entrer sa vulnérabilité, sa possible dégénérescence, sa souffrance, sa maladie, etc., un vieillissement, autant que le développement du potentiel, l'épanouissement, les deux. Donc, ça change la perspective. Et puis, un argument anti-essentialiste, c'est-à-dire que je refuse de faire de la dignité humaine une propriété essentielle de l'être humain. Je pense que c'est une propriété relationnelle. C'est le regard de l'autre qui crée la dignité, qui produit la dignité humaine, qui la reconnaît. Ça n'est pas une propriété comme l'honneur ou la taille ou la beauté. Enfin, non, c'est comme la beauté, justement. Comme la beauté, si vous voulez, de la même façon qu'on dit que le beau est dans le regard de celui... non, de la même façon, je dirais que la dignité est aussi dans la relation à autrui. Donc, trois arguments. Alors, le premier, l'argument antinaturaliste. Je pense que la confusion dans la critique qui est faite de Rawls, par exemple, vient de ce qu'on conditionnerait
La justice, les droits fondamentaux, donc, a des propriétés observables, des propriétés naturelles, dont l'anticipation, voilà, dont la capacité d'anticipation. La capacité, alors ce que je voudrais, la thèse que je défendrais, c'est que la capacité d'anticipation, qui est observable, qui est évidemment une capacité cognitive essentielle, n'est pas que cela. C'est une capacité morale au sens où un projet de vie est un système de fin et pas simplement la recherche d'une quantité de satisfaction ou d'une quantité particulière de bien-être. Vous voyez la différence entre, d'un côté, la recherche de la satisfaction, et un projet de vie pourrait être effectivement un moyen d'intensifier, d'améliorer, de rendre plus efficace le projet, l'intention de réussir ses examens, réussir dans sa profession. Alors on va essayer de bien organiser, d'être le plus efficace possible, etc. Ça, c'est un aspect, bien sûr, d'un projet de vie, mais je le regarderai aussi comme un système de fin. Donc, la thèse numéro 1, c'est de dire un projet de vie n'est pas simplement une somme, la recherche d'une somme, une quantité de satisfaction, même si c'est ça aussi, puisque c'est un moyen d'atteindre une meilleure vie, un meilleur niveau de bien-être, mais c'est un système de fin. Et en tant que tel, justement, ça relève de l'analyse de la personne morale comme fin en soi. Alors, donc ça, c'est mon premier argument. Et donc, c'est cette lecture de la capacité à organiser de façon systématique, efficace, à hiérarchiser les moments du temps, qui est en même temps une capacité morale. C'est ça qui est un peu difficile à saisir, parce que, si vous voulez, dans l'anticipation, vous avez la projection dans l'avenir, donc vous pouvez voir cela comme un système linéaire, mais il ne faut pas oublier l'élément rétrograde. Il y a un élément antérograde, anticipé, mais il y a un élément rétrograde qui veut dire qu'on n'est jamais seulement dans le temps, on est en même temps hors du temps, si vous voulez. Voilà l'argument essentiel. Anticiper, ça veut dire être à la fois dans l'avenir, se projeter dans l'avenir et dans le présent. Les deux en même temps. Et c'est cette capacité d'être à la fois dans le temps et hors du temps, qui définit ce qu'on appelle un projet de vie comme système de fin, comme pas simplement projeter un avenir, mais rapporter cet avenir au moment présent, le mettre en relation avec ce moment présent. Alors c'est un élément constitutif de la rationalité, bien sûr, de la rationalité pratique. Vous connaissez tous l'expérience du marshmallow. J'ai cité, vous prenez deux groupes d'enfants, de petits-enfants, de jeunes enfants, vous leur dites j'ai des bonbons, des marshmallows, tu peux l'avoir tout de suite, ou bien tu peux l'avoir dans, je ne sais plus ce que c'était, une demi-journée après, si tu as fait telle et telle chose, etc. Et les enfants, évidemment, réagissent très différemment. Et d'après certains psychologues, point d'interrogation, les enfants qui ont résisté à la satisfaction immédiate, à la gratification immédiate, sont bien sûr ceux qui vont mieux réussir dans la vie, etc. etc. Bon, voilà, je laisse de côté les conclusions, mais si vous voulez, c'est évident que la capacité à suspendre la satisfaction immédiate et pour obtenir quelque chose peut-être de meilleur, avec une expectation, une attente de quelque chose de meilleur, qui ne marche pas toujours, mais enfin c'est ça l'idée, est un élément constitutif de la rationalité. Alors, donc ça c'est l'analyse habituelle, mais je la transforme en disant, oui, dans l'anticipation, on met l'accent sur l'avenir, et la retarder, si vous voulez, ou l'attente de la satisfaction. Mais il ne faut pas oublier l'autre élément qui est de rapporter cette satisfaction future au moment présent. Et bien sûr aussi, alors la mémoire qui nourrit l'anticipation, il n'y a pas d'anticipation sans mémoire.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous, en tant que sujets humains, nous occupons une place assez compliquée dans l'espace-temps, hein, et nous sommes à la fois situés à un moment donné de l'espace-temps et en même temps nous pouvons le dépasser. Eh bien, cette analyse est exactement celle de l'argument transcendantal, c'est-à-dire que nous sommes à la fois des êtres empiriques et des sujets nouménaux, c'est-à-dire nous sommes à la fois des êtres soumis à la causalité. Et soumis à la causalité, ça veut dire justement le vieillissement, ça veut dire le temps qui passe et qui est irréversible, donc l'irréversibilité du temps, ça c'est le domaine de la causalité. Et puis, nous sommes hors du temps, si j'ose dire, c'est-à-dire nous occupons une position qui nous permet de faire ce va-et-vient entre l'avenir, le présent et le passé, et de construire des modèles intelligibles de ce qui pourrait se passer étant donné ce qui s'est déjà passé. Donc il y a cette opération intellectuelle très complexe qui d'ailleurs pour les neurosciences est devenue maintenant quelque chose de tangible, hein, puisque le cerveau est décrit de plus en plus comme un instrument d'anticipation, de construction d'équivalent du réel pour pouvoir manœuvrer, opérer, etc. Voilà. Très plastique quand même. Voilà, et très plastique, exactement. Voilà. Alors, donc, cette capacité d'anticipation est au cœur de ce qu'on appelle la personne humaine, hein, comme sujet nouménal et pas simplement comme sujet empirique. Et d'où l'interprétation que j'adopterai, qui est celle de pas mal d'autres philosophes kantiens, que finalement, le pouvoir, la capacité de poser des fins, interprétée comme capacité de choix rationnel, est ce qui nous définit comme personne. Parce que dès que nous posons un avenir meilleur et des options préférables, nous faisons un jugement de valeur et nous posons un bien. Donc la conception du bien d'une personne est directement issue de son choix entre des possibles, hein, sans arrêt. Donc la capacité de poser des fins, de transformer quelque chose en une fin en lui conférant une valeur. Sinon, on ne choisirait pas. Donc c'est le fait que nous sommes capables de donner une valeur à une fin particulière dans un projet de vie, dans un développement qui fait de nous, donc, pas simplement des êtres empiriques, mais ce que Kant appelle un sujet nouménal. Voilà. Alors, je ne vais pas développer, c'est des choses que vous connaissez certainement très bien, mais la conclusion que Kant en tire, c'est qu'un être qui est capable de poser des fins est donc à la fois un être qui est lui-même une fin, qui doit être traité comme une fin en soi. C'est cette capacité à poser des fins qui fait sa nature morale, entre guillemets, ou ce qui fait qu'il échappe aux règles de la causalité et qu'il est un être libre et autonome. Bon, je ne vais pas développer sur les choses que vous connaissez bien, mais je les accroche, si vous voulez. J'accroche cette analyse de la personne à cette capacité d'anticipation. Voilà. Et je dis donc de façon schématique, un projet de vie, ce n'est pas simplement un programme d'action ou d'amélioration de sa situation, de sa satisfaction, etc. C'est un système de fin. Alors quand je dis système, ça n'a rien de systématique. Hein. Ça peut être un système qui cloche, qui est sans arrêt revu et corrigé. Mais système au sens spatial, c'est-à-dire que chaque chose occupe une place en rapport avec les autres, c'est tout. Hein. Et cette structure se maintient à travers une vie, ce qui est extraordinaire quand on regarde une existence humaine qui se déroule, à quel point on retrouve des schémas, des éléments constants dans ce développement. Donc c'est cet aspect-là que j'appelle système. Ça n'a rien de systématique au sens habituel. Alors, ça c'est mon premier argument, si vous voulez, pour dire que la capacité d'anticipation n'est pas simplement une capacité cognitive, observable, mais c'est quelque chose d'autre qui, bien sûr, participe à la dignité humaine.
à la dignité de la personne. Voilà. D'où la gravité, le sérieux de toute altération de cette capacité d'anticipation, bien sûr. Alors, la deuxième piste que je développerai, c'est que le sujet qui a droit à la justice est un être en développement. Cette capacité morale reste une capacité morale, mais elle peut être altérée. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que les personnes cesseraient d'avoir des droits? Voilà le problème. Donc, on peut me suivre et dire un système, un projet de vie est quelque chose de plus qu'un outil d'efficacité, c'est un système de fin, et en même temps, voilà, les éléments cognitifs, intellectuels, etc., de perception, enfin, tout ça peut être altéré. Et alors les personnes cesseraient d'être des personnes morales, cesseraient d'avoir des droits, point d'interrogation. Alors pour répondre, donc, j'ajoute un deuxième élément qui est l'idée du développement de soi. Que l'échec de théories comme celle de l'utilitarisme ou bien de théories économiques courantes, c'est de toujours prendre le bien d'un individu à un état, à un moment du temps, hein, comme un donné. Et puis après, la tâche de la société, de l'État, d'une société juste, c'est de satisfaire ses besoins tels qu'ils existent. Et on oublie la composante temporelle, la composante existentielle. Voilà, du développement existentiel. Voilà. Ça, c'est le grand. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est la grande lacune des conceptions économiques qui traitent l'être humain comme, j'emploie le terme anglais parce que c'est plus facile, container, c'est-à-dire un récipient, hein, de satisfaction. Et alors, il faut remplir la société la meilleure, la plus juste, c'est celle qui remplit au maximum cette boîte, chacun de nous étant un container de satisfaction. Bon, alors ça, évidemment, c'est une position qui est à abandonner parce qu'elle confond le quantitatif et le qualitatif, et puis surtout, elle fait de l'être humain un être de l'instant, un instant T. Comme dit Rawls, les inclinations, les tendances, tout ça est un donné qu'on cherche simplement à maximiser. Alors, donc, à cela, j'oppose la conception qui se trouve chez le jeune Marx et aussi chez John Stuart Mill d'un être en développement fondamentalement vulnérable, hein, qui peut se développer, atteindre un niveau d'épanouissement, mais qui aussi peut se dégrader. Et la capacité justement d'anticipation, de poser des fins, de donner un sens à sa vie avec un projet, cette capacité peut être transformée par le vieillissement, l'atteinte des capacités cognitives, l'ensemble des vulnérabilités cognitives, maladies mentales, etc., handicap psychique serait une base qui conduirait à réduire les droits de la personne, à ne plus pouvoir la considérer du point de vue de la justice, de ce qui lui est dû. Alors, là, je reprends mon argument précédent. Cette capacité, même altérée ou diminuée, ou seulement potentielle, reste constitutive de la dignité de la personne, comme se constituant justement, comme se développant sans cesse. Et dans son beau livre sur la maladie d'Alzheimer que je viens de lire, justement, il y a des passages très très intéressants où on voit le malade qui n'est pas du tout dans un état stationnaire ou désespérant, mais où il y a des hauts et des bas, où il y a des moments... Enfin, les choses sont infiniment plus compliquées que ce qu'on voudrait le dire. Et c'est pour ça que cette notion de développement me paraît tellement riche. Hein, parce que développement, il y a toujours peut-être quelque chose à faire jusqu'au moment final. Voilà un peu l'idée, un peu trop optimiste probablement. Enfin, voilà. Alors, donc, la justice ne peut pas être conditionnelle à l'exercice plein et entier de cette capacité, puisqu'elle est par définition sujette à des altérations. Voilà. Alors, c'est donc en ajoutant la dimension du développement de soi que la vulnérabilité devient compatible avec la dignité humaine. Les deux concepts peuvent aller.
On voit alors, et c'est mon troisième argument, j'ai encore combien de temps à peu près? Encore, je ne sais pas, j'ai pas calculé. Vous n'avez pas calculé, 5 zut. minutes encore. Encore le temps que vous voulez, en fait. Oh. Voilà. Vous Je vais développer, donc. Mais normalement, 20 minutes. Mais Non, 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 20 non, minutes, non, c'est ça non, je n'ai pas besoin de Non. 20 minutes du tout. Non, 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 je 15 n'ai minutes, pas pour non. longtemps. Donc, si l'on J'ai ajoute commencé la dimension du développement de soi, on voit. Alors, l'argument, le dernier argument que je propose, c'est qu'un être en développement est un être vulnérable, vulnérable aux autres, et qui est sans arrêt façonné et influencé par le traitement de l'autre. Un être en développement n'est pas une chose, elle est façonnée, hein, il est façonné sans cesse par la relation avec autrui. Et donc le troisième argument que je propose, et qui à mon avis rentre toujours dans le cadre d'une théorie de la justice, c'est que c'est le traitement de la personne qui va constituer, hein, qui va produire sa dignité. Elle n'est pas une propriété essentielle, c'est une propriété relationnelle. Alors, propriété, je est un terme très intéressant puisque c'est du domaine de l'avoir, de ce qu'on possède. Alors que toute mon analyse, je reviens au jeune Marx, vous vous souvenez de ces textes du manuscrit de 44, dans lequel il oppose l'être et l'avoir. Hein, bon, c'est peut-être un peu facile, mais enfin, c'est de ça qu'il s'agit. Contre le fétichisme. Oui, c'est ça, contre le fétichisme. Alors, la dignité n'est pas une propriété, elle est bien sûr une propriété, mais elle n'est pas qu'une propriété essentielle de l'être humain. Là, je m'oppose probablement à l'enseignement de l'Église catholique, hein, qui verrait les choses sous un angle essentialiste. Moi, j'insisterais plutôt sur la dimension relationnelle en liaison avec le développement. Et un être se développe grâce au regard de l'autre, au traitement de l'autre, ou bien il va arrêter son développement quand ce regard ou ce traitement devient malfaisant. Là, je crois que c'est absolument central. Et ça ne renvoie pas à des hypothèses psychologiques fortes du genre bienveillance ou compassion. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un regard moral sur l'autre qui le traite comme une personne digne avec des droits. Voilà. Et c'est ça qui va, justement, la créer comme, comme personne digne. Voilà. Alors, le devoir, et donc là, on peut accrocher une éthique du devoir, des devoirs que nous avons à l'égard de la personne vulnérable, de la personne fragile, de la personne qui se détériore. Le devoir de la traiter comme si, et le comme si est essentiel. Le comme si est essentiel, la traiter comme si elle était pleinement un être humain. Elle ne l'est pas, mais la traiter pleinement. Alors, le comme si est crucial. Pourquoi? Parce que le comme si est relationnel. C'est un comportement. C'est aussi une décision. Oui, c'est ça, c'est volontariste, exactement. C'est un comportement, c'est une décision de traiter l'autre comme s'il était pleinement fonctionnel, pleinement productif, etc. Et le comme si nous place tout de suite au-delà de l'empirique. Le comme si, c'est ce que Kant appelle dans son vocabulaire le royaume des fins. Comme s'il était un membre à part entière du royaume des fins. Le royaume des fins, c'est effectivement le domaine moral dans lequel nous ne nous traitons pas comme des choses, mais comme des personnes. Et ça n'existe que par la volonté, que par la décision de ce traitement. Empiriquement, on a en face une masse de molécules, de chair, enfin bon. Mais la décision de traiter l'autre comme une personne, c'est une façon aussi de se traiter soi-même comme une personne, bien sûr, c'est d'établir ce type de relation comme si. Et c'est une victoire.
Là, c'est une victoire sur l'adversité, sur la désespérance, sur l'indignité, etc. C'est vraiment de cet ordre-là. Et c'est ça ce que l'on veut dire quand on dit que le malade a besoin de justice. Il n'a pas simplement besoin de compassion, de tendresse, de compréhension, de bienveillance, il a besoin de justice. D'être arraché à cet ordre de la nécessité, de la causalité, par le regard et le traitement par l'autre. Voilà. Donc, je pense qu'avec cette perspective d'une éthique du devoir, d'une éthique de la... volontariste, bien sûr, hein, comme vous disiez, est tout à fait compatible, à mon avis, avec la théorie de la justice. Ce n'est pas une hypothèse psychologique qu'on ajoute, c'est un développement de ce que veut dire rendre son dû à la personne. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout spécialiste de bioéthique, donc ce que j'ai dit a dû vous paraître complètement déphasé par rapport à vos préoccupations, mais moi j'apprendrai aussi de vous, donc je vous remercie d'avance. Merci beaucoup.